Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de QG. Il aura suffi d'une journée, ce 25 juin 2023, pour voir le pouvoir de Vladimir Poutine vaciller. Défié sur le territoire russe par la milice Wagner, l'homme du Kremlin est pour la première fois apparu en posture difficile. Subissant l'assaut, convoquant le souvenir de 1917, se mettant ainsi dans la position du tsar, faisant face à l'armée mutine et aux bolcheviks, finalement obligé d'accorder des concessions aux yeux du monde entier. Pour analyser les événements en cours en Russie et leurs répercussions mondiales, j'ai invité ce soir sur l'antenne de QG Pascal Boniface. Pascal Boniface est le fondateur de l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. C'est évidemment un grand connaisseur des questions géopolitiques. Et Pascal Boniface est aussi l'auteur de nombreux livres, parmi lesquels Les intellectuels faussaires en 2011. C'est un livre qui était consacré aux faux experts qui occupent tous les écrans et qui sont souvent stipendiés par des fonds publics ou par de grands intérêts privés. C'est aussi un point intéressant sur lequel nous reviendrons en fin d'entretien. En effet, Pascal Boniface est particulièrement bien placé pour évoquer la question du fonds Marianne, ce scandale qui touche Marlène Schiappa et bien d'autres. Nous en reparlerons tout à l'heure. Bonsoir Pascal Boniface. Bonsoir, Aude Lancelin. Et merci beaucoup d'être avec nous Merci aujourd'hui. de votre question. Alors, je vous pose tout de suite la question, en cette journée particulière, puisque nous sommes toujours dans les répercussions du séisme de ce week-end. Pensez-vous que le pouvoir russe soit passé samedi dernier au bord du précipice, en l'occurrence d'un effondrement possible du pouvoir central? C'est en tous les cas ce que semblait craindre Vladimir Poutine lorsqu'il a pris la parole samedi. Il avait l'air blême, visiblement il n'avait pas dormi, il avait mis un costume sombre, il a dramatisé, et l'enjeu était dramatique, et je pense qu'on ne l'avait jamais vu aussi fébrile dans une intervention. D'habitude, Poutine, c'est je suis en contrôle, je monte à cheval, je me balade avec des ours, etc. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que son discours sur la virilité et la verticalité du pouvoir n'était pas tout de mise. Donc, certainement, à ce moment-là, on en est au stade des hypothèses, mais probablement, plus que certainement, probablement, il pouvait penser qu'il pouvait éventuellement lui-même perdre le pouvoir si une partie de l'armée se rangeait derrière Prigogine. Et donc, bon, il a rétabli son pouvoir. Pour la première fois, il pardonne à quelqu'un qui s'oppose à lui. Généralement, il les envoie en prison ou il les fait assassiner. Là, il dit qu'il pardonne à Prigogine, mais enfin, je ne suis pas sûr que ce pardon soit éternel, etc. Mais en tous les cas, il s'en est sorti. Alors, à la fois, son pouvoir est affaibli parce qu'il a montré sa fébrilité, il a montré qu'on pouvait le contester de l'intérieur de son propre pays, et que des chars, déjà le fait qu'il y ait des drones au-dessus du Kremlin n'était pas très bon pour sa réputation, mais quand il y a carrément des chars qui foncent, mais en même temps il les a arrêtés, et donc les Russes peuvent se dire à la fois, oh, il n'est pas aussi en contrôle qu'il le dit, et en même temps, eh ben, tout ce qui ne tue pas vous renforce, et donc en même temps, quand même, du coup, il a été ébranlé, mais il est revenu tel un culbuto sur ses bases. Alors, pour revenir sur cette folle journée de samedi, à vos yeux, est-ce que Prigogine, donc le fondateur et le chef de la milice Wagner, avait l'intention réellement de déposer Poutine ou s'agissait-il, selon vous, dès l'origine, d'un coup de pression pour obtenir certains objectifs précis? Alors, est-ce qu'il s'agissait d'un plan qui a échoué, si tel était le plan? Et donc, est-ce que Prigogine pensait qu'il aurait des appuis à Moscou, qu'il aurait des appuis dans l'armée? Parce que, effectivement, une partie des militaires sont mécontents de la façon dont la guerre est conduite. C'est sûr que mise à défense et quand vous payez une datcha à 25 millions de dollars alors que vous gagnez 100 000 dollars par an, il y a un petit problème. La corruption, elle est connue, etc. Donc peut-être qu'il jouait là-dessus, mais ça n'a pas fonctionné. Ou est-ce que tout d'un coup, il a fait un coup de grisou en disant bah, je vais être écarté, mon armée, ma milice va devoir être intégrée dans l'armée russe, donc je perds un peu.
et je suis moins indispensable que je l'étais dans la phase présente de la guerre. Et puis, il y a eu le bombardement d'une partie de ses troupes sur une base. Entre le plan mal conçu, la colère, ce qui est surtout étonnant, c'est qu'il ait dit que la guerre n'avait pas les raisons que Poutine a mis en avant et que c'est Poutine qui voulait la guerre alors que Zelensky voulait la paix. Parce qu'il a voulu envoyer un message aux Ukrainiens ainsi. Il a eu le soutien de l'oligarque Khodorkovsky, qui est la figure centrale à l'étranger de l'opposition à Poutine, alors qui est très aimé par les Occidentaux, mais qui n'est pas du tout aimé par les Russes, comme très souvent on attribue le camp de leader de l'opposition à quelqu'un qui n'a pas du tout d'influence, mais il est très riche, il est très généreux, etc. Donc il apparaît, et c'est vrai que beaucoup de Russes en exil gravitent autour de lui. Donc Khodorkovsky s'est dit, bon, Prigogine, c'est un salopard, mais finalement, s'il affaiblit Poutine, très bien. Et en fait, c'est là où peut-être Poutine a eu les mots quand il a parlé du coup de poignard dans le dos, qui est à la fois un affaiblissement, mais en même temps, c'est que pour les militaires russes, quand même, aller du côté de Prigogine, c'était affaiblir l'armée russe alors qu'elle est en guerre, et que ça aurait été une victoire. Pour l'Ukraine, c'est bien sûr une bonne nouvelle ce qui s'est passé, mais c'est une bonne nouvelle qui n'a pas duré assez longtemps. Il n'y a pas eu de combat entre la milice et l'armée russe, il n'y a pas eu de pertes humaines ou très peu du côté russe, et très vite le dispositif militaire russe s'est mis en place. À aucun moment, des militaires russes ont été retirés du front ukrainien pour venir protéger Moscou. Donc cette guerre n'a pas, cet épisode n'a pas d'influence sur la guerre, sauf peut-être, et il faut en tenir compte, quel impact sur le moral des troupes. Effectivement, le chef est quand même moins infaillible qu'il ne le pensait. Et puis, finalement, est-ce qu'on doit mourir pour le Donbass ou pas, quoi. Mais pour l'instant, les troupes sont gardées et il y a quand même eu cette remise en cause des buts de la guerre par quelqu'un qui a été central dans la façon dont la guerre a été menée. Alors, on ne sait pas encore, sauf erreur de ma part, à l'heure où on se parle, quel sera le sort exact de la milice Wagner, hein, sinon elle est vouée à passer sous le commandement de l'armée russe, mais on ne sait pas encore exactement de quelle façon est-ce qu'il adviendra dans les autres zones géographiques du monde, notamment en Afrique, où elle est très présente, hein, elle a été très présente pendant la guerre en Syrie, elle est aussi présente en Centrafrique, elle est présente au Mali, elle est présente où l'armée française lui a fait face, elle est présente dans bien des endroits du monde. Très concrètement, pour commencer sur la situation en Ukraine, est-ce que, à vos yeux, l'armée russe peut se passer du groupe paramilitaire Wagner sur le front russe, sur le front ukrainien? C'était déjà le cas parce qu'effectivement, il y avait déjà plutôt de rivalité que de coopération entre Wagner et l'armée russe. Wagner était très utile pour prendre Bakhmut. C'est la seule victoire au cours de la période récente que les Russes peuvent mettre en avant dans le combat. Mais par rapport à la contre-offensive, là, il ne s'agissait plus d'avancer. Pour l'armée russe, il ne s'agit plus d'avancer, il s'agit de résister, de faire face à la contre-offensive ukrainienne. Et en ce sens-là, Wagner était devenu moins utile. Par ailleurs, finalement, les miliciens de Wagner vont, pour la plupart d'entre eux, être intégrés dans l'armée russe. Donc, il n'y a pas d'affaiblissement sur le front ukrainien du dispositif de sécurité russe par rapport au fait que Wagner va être dissoute, etc. En Afrique, c'est pas Prigogine qui contrôlait, c'est Outine, c'est un autre Russe qui contrôlait Wagner en Afrique. Et c'est forcément quelque chose qui est très utile à la diplomatie russe parce que ça lui permet de se dédoubler, d'avoir une réelle influence en Afrique et ça compte. Ce sont des voix à l'ONU, ce sont des voix aussi un peu partout. Et donc, Wagner va conserver ses installations, son emprise sur les pays africains, sauf que les pays africains vont peut-être commencer, qui font appel à Wagner pour leur sécurité, vont peut-être commencer à avoir des doutes sur la fiabilité de Wagner. Ils peuvent déjà commencer à en avoir parce que Wagner n'a pas de bons résultats dans la lutte contre le terrorisme. Ils sont d'ailleurs pas là pour ça. Ils sont là pour sanctuariser les régimes et pas, ils sont pas là pour sécuriser les pays. Mais disons que là, ça donne quand même un peu, si tout d'un coup, le chef de Wagner peut se retourner contre Poutine, est-ce que le Wagner local pourra pas un jour se retourner contre nous ou est-ce qu'ils sont aussi fiables qu'ils le disent?